Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 163. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, je te propose une interview d'une autrice prometteuse dont tu as peut-être entendu parler si jamais tu t'intéresses au roman de dystopie. J'ai le plaisir d'avoir reçu en interview Margot de Seine, l'autrice du tome 1 d'Absolu, publié il y a quelques semaines aux éditions Big Bang et ancienne stagiaire de l'ICAR, promo Artemis. Alors au cours de cette interview, Margot a partagé avec toi et moi son ressenti de jeune autrice dont c'est la toute première publication. Comment elle a perçu sa collaboration avec un éditeur, comment elle aborde sa carrière, le tout début de sa carrière, de quelle manière elle a décidé de stratégiser cette même carrière. Bien entendu, elle partage avec toi non seulement son expérience de jeune autrice qui est évidemment très importante, mais aussi et surtout quelques précieux conseils. Voilà, je te laisse écouter cette interview que j'ai eu un grand plaisir à faire, à donner avec Margot et j'espère qu'elle te plaira aussi. Bonne lecture! Bonjour Margot de Seine, je suis ravie de t'accueillir cette fois-ci dans mon podcast. Bah écoute, je suis ravie d'être présente aujourd'hui. Je suis une Alors, grande pour ceux... auditrice Oui, du podcast, donc ça fait très plaisir de me retrouver de l'autre côté du micro. oui, tout à fait, parce que effectivement, tu fais bien de le dire. Il y a quelque temps, d'ailleurs, je sais même plus à combien ça remonte, mais ça doit bien faire au moins un an. Au moins Tu un an, m'avais ouais. peut-être ça. Ouais, au moins. Ouais, au moins. Et du coup, j'avais eu le grand plaisir de participer à ton podcast, du coup, et j'avais vraiment beaucoup aimé l'exercice. C'était vraiment très sympa, et du coup, je suis ravie de te rendre l'appareil. On est sympa les podcasteurs. C'est comme quand on invite chez soi des amis qu'on attend qu'ils nous réinvitent. C'est un peu ça. Exactement, exactement. Et donc, c'était très sympa. Donc, je vais essayer de faire en sorte que ce soit aussi très sympa. Merci beaucoup. Alors, pour te présenter auprès de ceux qui nous suivent et qui ne te connaîtraient pas encore, tu es une jeune autrice dans tous les sens du terme et tu viens de publier donc aux éditions Big Bang ta dystopie, ton premier tome d'une dystopie qui s'appelle Absolu. Et du coup, ce qui me fait très plaisir, c'est que je reçois pour une fois quelqu'un qui démarre dans le métier d'auteur, qui vient de signer un contrat il n'y a pas très longtemps, dont le roman est sorti, enfin c'est l'actualité brûlante, hein, qui vient de sortir. Donc je suis ravie pour une fois de recevoir donc une autrice, une jeune autrice qui du coup va nous faire part son expérience et aussi parce que on va le voir, ça se passe très bien. J'espère en tout cas pour ceux et celles qui nous écoutent et qui sont fans de dystopie que vous avez dans votre palle le roman de Margot de Seine Absolu qui fait un ravage sur le BookTok de la dystopie et de la fantaisie en règle générale. Et donc, c'est une très grande réussite et donc je me permets de te féliciter. Merci beaucoup, c'est très gentil et ça me fait d'autant plus plaisir d'être invitée, de par ma jeune expérience, dans le monde de l'édition parce que j'écris depuis très longtemps, mais finalement oui, j'ai été publiée il y a 3 mois. Donc c'est vrai que 4 mois dans une semaine. Donc c'est vrai que ce monde-là, en tout cas, est très nouveau. J'ai fait mon premier salon il y a très peu de temps. Bon, des dédicaces en livre riche que ça va. Je commence à en avoir fait pas mal en 4 mois, mais c'est vrai que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir dans ce milieu. Alors, ce qui aussi nous fait plaisir, c'est que tu avais eu la gentillesse de répondre à notre invitation et de suivre donc devenir écrivain à la formation. Et on a suivi évidemment avec beaucoup d'intérêt parce qu'on avait lu ce que tu faisais et ton roman évidemment, donc on savait qu'il avait beaucoup de potentiel. Et donc on a suivi avec beaucoup d'excitation et beaucoup de joie ta signature et puis évidemment ta sortie. Euh, Ce que je voudrais savoir en tout premier lieu, c'est un peu remonter le temps. Et pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont en pleine
en plein questionnement et qui sont en train de travailler sur un projet qui leur prend beaucoup de temps. Au niveau de la genèse d'Absolu, comment est-ce que tu as commencé à travailler sur ce roman? Est-ce que tu t'es jeté dedans à un moment où tu as consacré énormément de temps ou c'est quelque chose qui s'est étalé plutôt sur de longues années? Moi, ça s'est étalé sur de longues années. Pour être tout à fait franche avec toi, j'ai eu l'idée en 2017 et donc j'avais 17 ans et demi à l'époque, parce que je suis née en juillet, c'était en Mhm. février et en fait, ça faisait des années que je tentais d'écrire des romans sans y arriver parce que j'écrivais à l'instinct et je connaissais finalement très, très peu de techniques d'écriture et par exemple, je ne savais pas du tout qu'on pouvait planifier. Donc le peu de planification que j'avais jamais fait dans ma vie, c'était réduit à très peu de choses puisque je faisais simplement ce qui me paraissait bien, sans chercher à comprendre s'il y avait des méthodes ou non pour écrire et quand j'ai eu l'idée d'Absolu, je m'ennuyais en classe terriblement et j'ai eu cette idée en cours de physique-chimie. Mhm. C'était une époque où je n'avais plus d'ordinateur. Mon ordinateur que j'avais depuis des années m'avait lâché et je n'en aurais pas un avant des mois et des mois. Et donc, du coup, pour la première fois de ma vie, j'ai dû prendre un carnet et prendre mon mal en patience et ne pas me lancer dans l'écriture tout de suite. Et je me suis rendu compte que ça me plaisait énormément, en fait, de travailler l'univers, les personnages, l'intrigue en avant. Il faut savoir qu'en réalité, du coup, je n'ai jamais su écrire de roman avant celui-ci parce que je tentais tant bien que mal d'en écrire en méthode jardinière alors que je suis une architecte pure et dure et que je planifie tout. Mais au moindre mot, je fais des G0, je fais du brouillon. J'avais ma saga entière de planifier. C'est-à-dire que j'ai écrit mon tome 1 en sachant exactement quel était le dernier chapitre du tome 3. Donc vraiment, je faisais tout ce qu'il ne fallait pas faire dans mon cas et dans ma manière de faire. Et donc oui, pendant plus de 2 ans, je n'ai pas écrit une seule ligne de ce roman, mais je l'ai travaillé. Et je l'ai travaillé, j'ai travaillé l'intrigue, j'ai travaillé le brouillon. Et pendant 2 ans, voilà, je ne me suis pas lancée dans l'écriture, mais j'écrivais quand même d'une autre manière. Et je travaillais sur ce roman, sur tout ce qui en l'entourait. J'ai écrit après pendant 1 an, premier jet. Et en prenant bien mon temps, j'étais pas extrêmement régulière, j'étais dans mes études. Pendant une autre année, j'ai travaillé l'écriture, mais cette autre année, en fait, elle a été divisée entre 6 mois à ne pas écrire une seule ligne, mais à réfléchir énormément sur ce que je voulais faire de ce premier jet et pour cette réécriture, et 6 mois de réécriture. Et donc finalement, j'ai passé 5 ans à écrire ce roman, enfin 4 ans à écrire ce roman, une cinquième année à chercher une maison d'édition et à refaire des réécritures à peu près au fur et à mesure quand même pour l'écriture du tome 2, à améliorer ce que j'avais déjà fait et du coup la sixième année entre le moment où on a signé et le moment où le roman a été publié. Donc ouais, moi ça s'est étalé sur une très, très longue durée. C'est hyper intéressant ce que tu nous racontes parce que du coup, je pense que ça rassure aussi pas mal de nos auditeurs qui comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils ont des blocages au niveau de l'écriture, pourquoi ils n'arrivent jamais enfin, à aller au bout d'un projet de roman, etc. Et comme tu le dis si bien, c'est que dans la plupart des cas, c'est un problème de méthodologie qu'il Oui, faut que l'auteur découvre. Et tu dis quelque chose qui est vraiment très intéressant et qui, à mon avis, est la clé de tout, qui est que tu as fini par comprendre quel type d'autrice tu étais, en fait. oui. Alors, ceux qui me connaissent savent ce que je pense des jardiniers. Moi, je reste convaincue qu'il n'existe aucun jardinier. Ceux qui C'est se Stephen revendiquent King. Stephen King voilà, se des revendique jardiniers, en entièrement réalité, jardinier. ils intériorisent toute leur méthodologie, mais personne n'est jardinier. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que toi-même, tu dis, j'ai fini par comprendre que ce que je faisais, c'était complètement contraire à ce dont j'avais besoin en tant que Margot Dessène, en tant qu'autrice. C'est ça, pour moi, chaque auteur a ses méthodes, ses manières de faire, et ça sert à rien de vouloir copier exactement, mot pour mot, la méthode de quelqu'un d'autre. Par contre, c'est important de tester d'autres méthodes pour comprendre comment on marche. Et moi, à partir du moment où j'ai compris que j'aimais planifier, j'ai testé plein de choses. Par exemple, le G0, ça m'a pris Mhm. 2 ans la première fois parce que j'ai fait n'importe quoi, que j'ai fait un G0 alors que j'avais pas planifié le roman. Donc du coup, je faisais un G0 à l'aveugle alors que, bah, là, par exemple, pour faire le G0 du tome 2, ça m'a pris 1 mois et non pas 2 ans. Et je sais que mon tome 3, je vais d'abord faire la planification du roman, ensuite le G0, ensuite le G1 et au fur et à mesure des romans que j'écris, j'améliore ce que je fais et je vais continuer de progresser et d'apprendre parce que finalement, on n'a pas une méthode parfaite dès le départ. C'est en faisant qu'on se rend compte de ce qui marche et de ce qui ne marche pas pour nous. Et effectivement, j'aurais pu encore continuer des années et des années à tenter d'écrire comme une jardinière. Je n'aurais pas réussi parce que c'était pas ce qui fonctionne pour moi. Et là où j'ai d'autres auteurs
à partir du moment où ils essayent de planifier, ça les bloque et ça Mmh. les bloque totalement et ils savent plus avancer et parce C'est que très vrai. ils aiment pas, en fait, écrire une première fois. Eux, ce qu'ils aiment, c'est justement faire du premier jet et d'être dans la découverte dans le premier jet. S'ils savent déjà ce qu'ils vont écrire, ils bloquent et c'est parce que c'est plus ils ont plus le même plaisir. Alors que moi, si je sais pas ce que j'écris, je bloque. Donc c'est vraiment chaque auteur est très différent à ce sujet. Oui, et tu as tout à fait raison de dire que, par contre, ce qui doit être commun à tous les auteurs, ce qui doit les animer, c'est la curiosité relative à leur travail d'écriture et de tester un maximum de choses. Et je pense que tu as tout à fait raison. C'est vraiment ça, pour le coup, la clé qui doit démarrer une carrière d'auteur. C'est il faut que je teste un certain nombre de choses pour me trouver, en fait. C'est ça. Parce que de toute façon, on n'est pas avec la science infuse. Non. Personne ne naît avec une plume à la main, en disant: «Je sais écrire des romans». Tout s'apprend et on apprend toute notre vie, surtout. Tout à fait, tout à fait. Et c'est important que les personnes comprennent que les formations, quelles qu'elles soient, hein, les formations à l'écriture, et il y en a plein, évidemment, il n'y a évidemment pas que la nôtre, mais il y en a plein, elles doivent toutes poursuivre le même objectif qui est de s'adapter à l'auteur et d'être un outil dont l'auteur, après, va tester les limites et après, il va probablement changer cette méthode, l'adapter, en tester une autre, en inventer une personnelle. Et ça fait vraiment partie du processus. Et c'est une erreur de débutant que de croire soit qu'il n'y a aucune méthodologie dans l'écriture d'un roman, ça c'est la première erreur. Et à mon avis, la deuxième erreur, c'est de croire qu'il existe, comme tu dis très justement, qu'une seule méthode qu'on n'aurait qu'à copier. En fait, bah voilà, on Oui, copierait la méthode de Margot Dessen et à tous les coups, on écrirait un absolu bis qui marcherait pareil. Et en fait, non, ça ne peut pas fonctionner. bien sûr. Puis regarde, en plus de la formation LICA, j'ai lu aussi beaucoup d'ouvrages d'auteurs qui parlent d'écriture. Bah, Mhm. par exemple, Stephen King, le dernier Oui. livre aussi de Christa Dabos et l'imagination prend feu. Ce sont 2 auteurs purement jardiniers ou en tout cas qui se revendiquent comme tels, qui ont pas du tout les mêmes méthodes que moi Mm. et pourtant, je trouve ça ultra intéressant de les Oui. lire et d'essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Même et à côté de ça, j'ai aussi lu et analysé et suranalysé Troubi et alors Oui. lui, c'est vraiment l'opposé de c'est vraiment, plus architecte et plus détaillé dans sa manière de planifier les choses. Tu c'est difficile de faire plus parce que lui, il est dans le scénario et dans le scénario, on ne travaille pas seul et dans le scénario, du coup, on est obligé de planifier et de travailler Totalement. par étapes et dans les 2 cas, enfin dans les 3 cas parce que voilà, les par exemple ces 3 là, aucune méthode ne me convenait parfaitement. Même Mm. Troubi et pourtant je suis plus proche de la méthode de Troubi que de la méthode de Stephen King et Troubi à la fin, je n'en pouvais plus et ce n'était pas ce qu'il me fallait. Mais j'ai appris des choses en Mm. lisant leurs 3 ouvrages et à chaque fois qu'il y a un livre sur l'écriture, j'aime bien le lire, même si c'est un auteur qui travaille de façon dramatique j'ai un bug sur le mot, de façon totalement opposée par rapport à ce que je fais. Oui. Je pense qu'il y a toujours des choses à apprendre quand même de l'autre. Exactement, et comme tu dis, peut-être que tu n'en retiendras que 0,5%, mais ces 0,5% vont venir s'ajouter à tout ce que tu es en train de construire autour de toi. Mais je pense que la base, quand un auteur veut se lancer, avant de se demander pourquoi il n'arrive pas à faire certaines choses ou certains chapitres ou certaines étapes, etc., c'est de bien comprendre que le processus d'écriture, c'est un processus intellectuel et que ce processus intellectuel, il répond à un type de raisonnement spécifique. Et ce raisonnement, il faut qu'il le trouve, en fait. Il faut vraiment apprendre à se connaître et se découvrir en tant qu'autrice et auteur. C'est ça, tout simplement. À un moment donné, on ne naît pas auteur, on le devient. Donc, Non, exact, mais tu as tellement raison, c'est ça, exactement. On devient auteur. Et alors moi, j'ai une autre question, enfin qui n'est pas d'ailleurs la mienne, mais qui est celle de nombreux auditeurs et auditrices qui nous la posent de façon récurrente. Alors je vais te la poser. C'est au moment où tu t'es dit, bon, aïe, je m'arrête. Et là, je vais commencer à prospecter parce que à partir de maintenant, je considère que je veux envoyer ce manuscrit à des maisons d'édition parce que je poursuis l'ambition d'être publié. C'est ce moment où tu t'es dit, ça y est, je me lance. Qu'est-ce qui t'a fait dire c'est maintenant et maintenant il faut que j'y aille? Parce qu'on nous demande toujours, oui, mais comment on sait que notre manuscrit il est la meilleure version qu'on puisse lui donner? Comment on sait que c'est le bon moment maintenant d'aller toquer à la porte des éditeurs? alors mon manuscrit n'était pas la meilleure version que je pouvais lui donner quand j'ai envoyé en maison d'édition parce que, par exemple, quand Big Bang m'a acceptée, j'étais en train de faire une réécriture pour m'aider pour le tome 2. Mhm. Donc entre temps, j'ai quand même fait des réécritures après avoir envoyé en maison d'édition. Mais il faut savoir que quand je leur ai envoyé, j'avais déjà fait 5 réécritures de mon roman.
dont, par exemple, la première version n'avait plus rien à voir avec celle que j'envoyais. J'avais fait de la bêta lecture, donc Mmh. j'avais eu des retours d'autres personnes et moi-même, je sentais que même si le texte n'était pas encore parfait, il était suffisamment abouti pour pouvoir intéresser du monde. Parce qu'il faut savoir qu'un roman, il est pas parfait du premier coup, déjà de 1, Tout à ça fait. jamais Il et n'a pas à l'être d'ailleurs. même pas du deuxième et même pas du troisième et même pas du quatrième. Et quand on travaille en auto-édition, les auteurs auto-édités travaillent avec des correcteurs et parfois même avec des éditeurs freelance. Ils sont pas tout seuls sur leur texte. En maison d'édition, il y a une équipe aussi qui est là pour aider à travailler sur le texte. On peut s'entourer de bêta lecteurs et à un moment donné, il faut pas attendre que le texte soit parfait pour envoyer en maison d'édition. Mmh. Il faut être à un stade où le texte, il est propre, où il dit tout ce qu'il veut dire, mais il peut y avoir encore un peu de travail. C'est pas ça le plus gênant finalement, parce que une maison d'édition, si elle est intéressée par le texte, elle va le faire ce travail. Tout à fait. Et donc il faut pas attendre vraiment de passer 10 ans à réécrire le même texte pour être sûr qu'il soit au millimètre près parfait. Parce que déjà, c'est pas sûr que ce soit arrivé. Même les livres publiés ne sont pas parfaits. Même Non, dans les livres publiés, il y a des fautes de frappe, il y a parfois des incohérences parce que bah, justement, il a été réécrit de nombreuses fois et qu'au fur et à mesure, on finit par ne plus savoir lire son propre manuscrit et à ne plus voir les incohérences alors qu'elles sautent aux yeux à n'importe qui d'autre. tout à Donc, fait. c'est un livre n'est jamais parfait et même votre livre préféré n'est pas parfait. Et donc, à un moment donné, on ne peut pas attendre d'avoir atteint cette perfection pour l'envoyer en maison d'édition. Il faut juste être à un moment donné à un stade où on dit: «OK, je commence à être fière de mon travail et assez fière pour que des professionnels le lisent sans que moi ça me fasse rougir». C'est une bonne, moi je trouve que c'est une bonne, conclusion que tu donnes en disant: «Bah, voilà, on peut jamais trop savoir, Hem, quel est le meilleur moment pour l'envoyer? Bah, parce qu'on pourra jamais avoir un texte parfait et puis qu'est-ce qu'un texte parfait, Et on en n'est pas plus? objectif, Ben très voilà, on honnêtement en n'est pas plus. objectif. Comme tu le dis très justement, à force de le relire, de le relire, et on voit plus rien. Mais simplement, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis. Il faut faire entrer la notion de fierté. À partir de quand je relis, mon roman, je me dis: «Non, quand même, ouais, quand même, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Franchement, je trouve qu'il est pas mal» et je pense que tu as raison, cette notion de fierté, ça peut être un bon curseur pour se dire: «Allez, maintenant on y va». Après, des fois, on est fier de soi quand on a fait le premier jet. Faut peut-être attendre de le relire un petit peu et laisser de passer du temps. C'est quand on est fier sur la durée. Si au bout de vous avez fait un temps de pause, vous relisez votre manuscrit, vous êtes toujours fier de vous, que vous avez passé du temps à le retravailler, que vous l'avez fait lire à des gens, que des gens vous disent: «Bah, franchement, cool». Ça a pas besoin d'être le meilleur livre de leur vie, mais si vous sentez que l'histoire leur plaît, qu'il y a du potentiel et tout, que vous êtes fier de votre travail, là oui. Parce que oui, on peut être très, très fier de son premier jet et 6 mois plus tard le relire et faire: «Ah non, en fait, finalement, il y avait du travail encore» et la fierté n'inclut pas forcément l'ego. Quand je vous Oui. dis que vous êtes fier de votre roman, ça ne veut pas dire que vous avez de l'ego par rapport à lui, que vous voulez plus le retravailler ou le corriger. Non, c'est juste que vous sentez que vous avez fait quelque chose de franchement pas mal, que ça a du potentiel et que ça peut plaire à d'autres personnes et que vous, en tout cas, ça vous plaît. Et ce que tu dis est assez, est très juste, je trouve, qu'on peut, avoir des espèces de garde-fous et ces garde-fous, ce serait par exemple, comme tu le dis très justement, être fier dans la durée. C'est-à-dire que ça impliquerait de faire une pause et puis de revenir sur son texte après un laps de temps. Bon, ça, on en parle beaucoup à devenir écrivain, c'est vraiment important. Et d'opérer plusieurs relectures et de faire aussi appel à des bêta-lecteurs. Je ne cesserai jamais de le dire, la bêta-lecture, même après, je ne sais plus combien de romans j'ai publié, je crois que j'en dois être au 15 maintenant ou au 16, je fais toujours appel à une équipe de bêta lecteurs. C'est très, très important. Et du coup, en mettant ces espèces de garde-fous, alors ça garantit pas qu'on signe et que ce soit génial, mais quand même, ça permet d'installer cette fierté, comme tu dis, dans la durée et donc d'être un petit peu plus objectif. Et justement, avoir des bêta lecteurs, c'est important de prendre des bêta lecteurs objectifs Oui, et pas enfin, à un moment donné, des fois, c'est tentant de prendre des membres de sa famille, mais si on se rend oui, compte que les membres de sa famille, ils sont fiers, quoi que vous fassiez, c'est trop cool. Mais du coup, ils vont pas être assez objectifs pour vous donner un avis concret. Par exemple, moi, dans mes bêta lectrices, il y a ma sœur. Bah, alors ma sœur, elle n'a aucun problème à me dire quand j'écris de la merde, hein. Très honnêtement, ah non, mais c'est vrai. Donc c'est vrai, là-dessus, je c'est important. Moi, mais c'est oui. ma mère.
Donc du coup, j'ai tout à fait confiance en elles et dans mes bêta lectrices, j'ai d'autres amies qui sont autrices et qui n'écrivent pas les mêmes genres forcément ou qui et du coup, qui ont un avis totalement extérieur à ce que je fais. Même si elles ont aimé et qu'elles m'adorent et qu'on est amies, elles n'ont aucun problème à me dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et donc là-dessus, c'est important d'avoir une objectivité dans les bêta lecteurs parce que c'est leur rôle justement d'apporter de l'objectivité quand soi-même on n'est plus objectif sur son texte. Tout à fait. Et là, je me permets de rebondir sur quelque chose que tu viens de dire, qui est, à mon sens, très intéressant. C'est le fait de faire lire ton texte à des bêta-lecteurs qui ne lisent pas forcément le genre dans lequel tu écris, ou dans ton cas, pour ce qui est des autrices, qui n'écrivent pas forcément dans le genre dans lequel tu écris. Moi, je trouve que c'est très important d'avoir au moins un bêta-lecteur comme ça. Oui, parce que c'est bien d'en avoir qui écrivent dans le même genre parce qu'ils justement, ils ont les références et les codes, du genre. Moi, dans mon cas, toutes mes amies, autrices n'écrivent pas de la science-fiction, mais parfois elles en lisent. Donc du Mhm. coup, elles ont quand même un petit peu, les codes de base de la SF et de la dystopie, elles les ont quand même en tête et ma sœur les a très, très bien en tête, par exemple. Mais par contre, aucune n'écrit de la science-fiction. Genre, elles écrivent de la fantasy, elles écrivent du contemporain, de la romance. Donc en fait, elles vont vraiment apporter un œil extérieur, neuf parfois sur le genre et sur les personnages et sur le traitement des personnages et sur le traitement des relations, des transformations et donc ça apporte un coup de frais. Là où moi, par exemple, je lis majoritairement de la science-fiction, même si ça m'arrive de lire d'autres choses et donc des fois je me rends pas compte, mais je m'enferme dans des codes qui n'ont pas lieu d'être et où en fait, on peut tout à fait s'en détacher si on en ressent le besoin et donc c'est important pour moi d'avoir un peu cette vision plus claire et plus distancée, un peu du genre. Et moi, je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, je vais même plus loin. Quand je suis beaucoup pour le coworking, je pense que pour un auteur, les sessions de coworking sont très efficaces. Et je dis toujours, si vous organisez des sessions de coworking, essayez de travailler avec des gens qui écrivent dans votre genre, mais aussi avec des gens qui n'écrivent pas du tout dans votre genre, parce que, comme tu dis très justement, ça ouvre un peu toutes les perspectives et ça évite, quand on est un grand spécialiste d'un genre, parce que c'est notre passion, etc., qu'on finisse par s'enfermer dans les codes de ce genre-là, en fait. Je suis tout à fait d'accord. Bah, j'écris très régulièrement avec mon amie Clara Hero qui vient de publier son premier roman en contemporain, mais qui Mhm. écrit aussi de la romance. Et elle écrit majoritairement du contemporain, même si je pense qu'elle pourrait tout à fait écrire la fantaisie parce qu'elle en lit beaucoup. Et bien, c'est amusant parce que du coup, des fois, on écrit l'une à côté de l'autre Oui. et on s'arrête d'écrire et on en discute. C'est-à-dire que je ne suis pas forcément une de ces bêta lectrices en romance parce que justement, peut-être moi, je suis un peu trop éloignée du genre pour avoir un réel apport sur son texte, si ce n'est oh, je passe un très bon moment. Mais par contre, je suis la personne avec qui elle discute de l'intrigue parce que justement, je suis hors de sa bêta lecture et je peux être beaucoup plus objective et Tout à elle, fait. de mon côté, bah, je lui raconte aussi ce que je fais, je lui montre des choses et ça me permet vraiment d'échanger à voix haute sur le texte et ce qu'on est en train de vivre et c'est super important, je trouve. Oui, et puis moi, je me souviens avoir fait une séance de coworking avec une amie autrice qui n'écrit quasiment que de la romance. Et moi, j'étais sur du polar, donc absolument rien à voir. Et je me souviens qu'en discutant avec elle, elle m'a fait des remarques sur une histoire d'amour secondaire qu'il y avait dans mon roman de polar, donc vraiment secondaire hein, pour le coup. Mais elle, qui est une grande spécialiste de la romance, eh bien, elle m'a formée au code de la romance. Et du coup, ça a rendu mon histoire d'amour totalement secondaire beaucoup plus efficace. Donc comme ça, quand les genres sont poreux au niveau du travail, j'entends entre plusieurs auteurs, je trouve ça hyper intéressant. Bien sûr, on a toujours à apprendre, encore une fois, des autres auteurs et de leur méthode et de leur manière de faire. Alors, je change un peu de sujet, mais pas tellement. Je sais qu'à un moment, alors par contre, je ne sais pas combien de temps, et tu vas pouvoir me le dire, tu as publié certains chapitres de Absolu sur une plateforme de lecture en ligne. Est-ce que tu me confirmes que Oui, mes informations sont bonnes? en réalité, j'ai publié des chapitres d'Absolu, j'ai publié le prologue puis les 3 premiers chapitres en Mhm. décembre 2021 parce que je venais de recevoir une nouvelle lettre de refus et j'étais très frustrée parce que non pas parce que je recevais des lettres de refus, mais parce que, pour moi l'écriture c'est en 2 étapes. C'est soit devant le texte et puis après c'est le texte devant les lecteurs et c'est le partage avec les lecteurs et dans mon cas, j'ai beaucoup écrit sur internet où je faisais du premier jet, je postais à la seconde où j'avais fini d'écrire. Et ça a été, longtemps comme ça et je me relisais pratiquement pas et en fait, j'avais des retours très rapidement
Et j'aimais beaucoup ça parce que justement, ça permet d'avoir un échange très rapide avec les lecteurs sur ce qu'on est en train de faire. Et c'est un truc que je trouve très enrichissant. Et quand on construit sa plume et quand on construit ses méthodologies de narration, d'avoir des retours très rapides sur ce qu'on est en train de faire et de se confronter à la critique assez rapidement. Et du coup, j'étais très frustrée parce que je parlais d'Absolu sur mes réseaux, de comment ça avançait, j'avais présenté mes personnages et je voyais que j'avais des personnes très intéressées, mais je ne pouvais pas leur faire lire. Et Mmh. donc, au départ, j'aurais dit: «Écoutez, si ça vous intéresse, je vais poster le prologue sur Wattpad». Parce que c'est une plateforme de lecture, d'histoire, fanfiction et histoire originale qui est très populaire et très accessible. Et ça a très bien marché. Et je leur dis: «OK, je vous poste les 3 premiers chapitres». Et ça a très bien marché et j'ai reçu une nouvelle lettre de refus. Bah, Mmh. j'ai fait: «Bon, écoutez, on va faire un petit marché, vous et moi». J'ai dit ça à mes abonnés. Je leur ai dit: «Je vais vous poster un chapitre par semaine, mais le jour où j'ai une réponse positive, on arrête tout et tout est supprimé». Donc d'environ janvier-février à début mai 2000, à mai 2022, je postais un chapitre par semaine. À un moment donné, j'étais même à 2 chapitres par semaine. J'ai reçu un oui. Mes lecteurs, ils étaient au 42e ou 43e chapitre sur Mmh. 48. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont dû attendre 10 mois pour avoir la fin. Ils m'ont détestée. À la fois, ils étaient super contents que le livre soit signé, publié et à la fois, il y en a qui démarraient tout juste, qui étaient frustrés parce que d'un coup, bah, j'ai tout supprimé et d'autres qui étaient juste très frustrés parce que, bah, ils étaient à la fin. Il leur manquait le dénouement final, le climax était à fond et là, je leur ai dit: «Bah, il va falloir attendre 10 mois». Donc, c'était assez amusant et c'était une très chouette période parce que justement, beaucoup de lecteurs, en fait, ont pu se lancer dedans comme ça, me faire des retours, me faire des avis complets. J'ai eu mes premiers fan art comme ça. Il y a des lecteurs qui sont devenus amis comme ça aujourd'hui. Je suis Mmh. très heureuse de savoir que Absolu a créé des amitiés et du coup, les premières personnes qui étaient derrière moi au moment de la sortie, c'était les personnes qui lisaient sur Wattpad et qui attendaient qu'une seule chose, c'était avoir cette foutue fin. Alors du coup, moi ma question c'est est-ce que parce que pour ceux qui te suivent et ceux qui ne te suivent pas, je les encourage évidemment à te suivre sur les réseaux, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur, TikTok. Mais tu es quelqu'un qui a très vite compris, l'intérêt et la puissance d'influence, que pouvaient avoir les réseaux sociaux. Mais quelqu'un qui ne sait pas trop, est-ce que tu lui conseillerais de faire pareil? Dans le sens, est-ce que tu lui conseillerais de publier par exemple sur, Wattpad, comme tu le dis, ses premiers chapitres? Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais ou au contraire, tu appellerais plutôt à la prudence en disant: «Attention, ça reste un réseau social donc voilà, il faut savoir comment le manier». Oui, bah, plutôt dans ce sens-là, parce que personnellement, je ne sais pas manier Wattpad. Je ne suis pas du tout une spécialiste de Wattpad. Je postais mes chapitres et c'était tout. Mais ce qui faisait que ça marchait, c'est que j'avais déjà 7 000 personnes qui me suivaient sur Instagram Mmh. et qui étaient curieux de mon histoire parce que j'en parlais depuis des mois et des mois, si ce n'est des années, et qui du coup avaient envie de le lire. Et c'est pour ça que ça a marché. Et parce que j'avais des personnes, déjà, j'avais une Oui, communauté. Très honnêtement, si vous n'avez aucune communauté nulle part et qu'il faut vous lancer sur Wattpad, je ne sais pas comment faire. oui. Parce que je connais très mal cette plateforme et que finalement, moi, je l'ai peu exploitée. J'avais des lecteurs parce que j'avais des gens qui étaient curieux via mes autres plateformes et qui avaient envie de le lire. Donc, vous dire, vous allez avoir une communauté grâce à Wattpad, peut-être, mais je ne sais pas du tout comment. Mmh. Je ne vais pas vous mentir, très honnêtement. Et il faut faire bien attention parce que Wattpad, ça peut être un lieu aussi où on se fait plagier. Oui. Donc il faut pas y aller, la fleur au fusil sans avoir protégé son texte ni rien. Dans mon cas, je m'étais dit que dans tous les cas, j'étais bien avancée, que j'avais déjà envoyé en maison d'édition. Donc même si quelqu'un avait envie de me plagier, ils étaient toujours plus en retard que moi sur le sujet. Oui et tu Donc avais un antécédent sur tes réseaux sociaux aussi? oui, exactement. Donc, j'avais un peu moins peur d'être, plagiée, puis je m'étais rassurée en discutant avec d'autres auteurs qui avaient été publiés grâce à Wattpad ou qui avaient été longtemps sur la plateforme et qui en avaient une très belle expérience. Je pense à Hatchy Twice, je pense à mon amie Estelle qui avait longtemps été sur Wattpad, même si ça ne l'a pas fait publier. Je pense à, aussi, Muffin and Books qui a publié son roman, La carte des confins grâce à Wattpad. Je pense à Olivia avec, Les Carmidor, qui a été repérée sur Wattpad et donc finalement, j'avais été pas mal rassurée par tous ces auteurs et autrices qui m'avaient d vendu une très belle expérience. Mmh. Mais après, vous dire que ça va marcher à tous les coups,
J'en ai aucune idée, très honnêtement, parce que c'est pas ça qui a fait que j'ai été publiée dans mon cas. C'est pas Wattpad. Ça a été, un argument de dire: «Bah, regardez, j'ai déjà des lecteurs qui sont en train de lire, qui adorent», mais c'était pas, l'argument ultime qui fait que ça a été publié et Big Bang n'a pas été me chercher sur Wattpad. Mmh. Donc c'est pas ça qui a fait que c'était publié. Et alors du coup, puisqu'on parle des réseaux sociaux, alors là aussi, c'est une question qu'on nous pose de façon absolument récurrente. C'est alors, en tant qu'auteur, est-ce qu'il faut qu'on ait une présence sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut que on soit actif sur les réseaux sociaux? Ou alors est-ce qu'on peut s'en passer? Ça, c'est vraiment une question qu'on nous pose beaucoup. Alors, le métier d'auteur, c'est d'écrire. Donc techniquement, on peut s'en passer d'être sur les Très réseaux juste. sociaux. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est se tirer une balle dans le pied. Oui, oui, Je trouve que c'est se désavantager par rapport à des gens qui essayent, qui construisent des communautés, même pas des grandes communautés, hein. Déjà d'avoir 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 personnes qui nous suivent, 5 000 personnes qui nous suivent, c'est déjà énorme quand on veut lancer son premier roman, sachant qu'il y a des premiers romans qui se vendent que 800 exemplaires. tout à fait. Donc c'est déjà énorme d'avoir, 4 000 personnes qui nous suivent et qui ont envie de découvrir le roman. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, c'est se tirer une balle dans le pied quand on sait que les autres auteurs ne sont pas nos concurrents et un lecteur, il peut lire autant de livres qu'il veut. C'est pas le problème. C'est Mais tellement ça. par contre, un lecteur, il a pas un budget illimité. Donc là où les livres ne sont pas en concurrence en termes de lecture, ils peuvent l'être en termes d'achat. Donc juste sur le principe qu'un lecteur ne peut pas acheter tous les livres qui sortent. Donc il va aller acheter ceux qui le tentent, qu'il a vu passer sur les réseaux, qu'il connaît en fait. Et en fait, c'est si il vous connaît pas, si vous êtes actif nulle part, si il n'a pas humanisé l'auteur qui était derrière le livre, il va peut-être être moins tenté de venir vous voir en salon ou en dédicace, d'aller acheter vos livres, d'en faire la promo. Je sais que j'ai beaucoup de lecteurs qui ont aimé le livre, qui, pour la première fois de leur vie, ont été mettre un avis sur les plateformes, parce qu'en plus d'aimer le livre, ils m'aiment bien moi derrière Oui. et ils avaient envie de me soutenir. Donc là-dessus, en fait, ça aide les lecteurs à humaniser la personne qui est en train d'écrire le livre. Et puis, de façon, beaucoup plus, économique et cynique, faut pas oublier que les éditeurs regardent un peu ce qu'on fait. Bien Alors sûr. je ne dis pas que le fait d'avoir X mille abonnés, te fait systématiquement signer ton roman parce que si ton Je roman est nul, bah, de toute façon il sera pas signé. Exactement. N'empêche que n'empêche que dans la balance, si le roman est bon et qu'en plus l'autrice ou l'auteur a une petite communauté, c'est un argument parmi tant d'autres. C'est ça, entre 2 manuscrits de même valeur, un des auteurs est sur les réseaux, l'autre pas, peu importe la communauté, mais il y en a un qui fait l'effort de le faire, ben, on sait lequel des 2 va être choisi. Mais complètement, Et c'est complètement. pour par Alors contre, du coup manuscrits de même valeur, on est d'accord, hein? complètement. Ah oui, oui, Sinon c'est pas des je bons éditeurs. non, sinon c'est pas des alors, bon, on a l'exemple, mais on est en train de parler de faire carrière et on sait très bien quand un éditeur signe un influenceur et là, pour le coup, il ne signe pas un auteur, mais plutôt un influenceur qui s'est essayé à un roman, il ne fait pas de carrière. C'est-à-dire que, on fait le buzz, sur la première sortie et voilà et après il y a jamais de suite, hein. Souvent, c'est vrai. Oui. Non, mais complètement. Et il faut pas non plus oublier que la plupart des influenceurs ont des prête-plumes. Non, mais c'est vrai. Mais oui et C'est oui parce et que c'est un prête-plume, métier. C'est un tout à métier fait. d'écrire et qu'il y a des influenceurs qui ont de très belles idées, mais qui n'ont pas les formations pour écrire. Et il y a beaucoup d'auteurs, et c'est pas dit, et il y a beaucoup d'auteurs qui sont prête-plume, en Tout plus à d'écrire fait et leur propre c'est, roman. un des métiers parmi d'autres de l'écriture et d'ailleurs, les prête-plumes sont bien souvent, des auteurs et des autrices connus à côté, et qui ajoutent cette corde-là à leur arc. D'abord parce que c'est très, rémunérateur et puis ensuite parce que ça peut être intéressant, aussi, cette expérience. Donc tu as tout à fait raison. Donc, faut avoir ça en tête, quand, une personne très, très connue sort un roman, souvent, faut aller lire les petites pages à l'arrière et on se rend compte qu'il a été aidé. Enfin, c'est noté toujours comme ça, c'est jamais écrit Oui, oui, prête-plume, voilà, mais merci à l'aide de et on a le nom d'un auteur derrière et souvent c'est ça. mais complètement. Alors du coup, si tu devais donner un conseil à un auteur qui du coup se dit bon ok moi je vais essayer de bien faire les choses donc je vais essayer de me lancer dans les réseaux d'avoir une présence voilà pour faire un minimum d'efforts quel conseil tu donnerais à cet auteur. De tenter plein de choses et de s'amuser surtout. C'est-à-dire ne vous forcez pas à aller sur un réseau social parce que c'est le Hmm. réseau social en vogue. Si par exemple vous détestez faire des vidéos,
n'allez pas sur TikTok. Ça Oui, paraît évident, mais en fait, ça se ressent quand quelqu'un se force à faire du contenu. oui, Allez déjà sur un réseau social où se trouvent vos lecteurs, c'est quand même mieux. Si, effectivement vous écrivez de la romance, new adulte, spicy, spicy et que vous allez sur les groupes Facebook, bah, c'est sûr que vous allez avoir moins de de possibilités de trouver des lecteurs que sur TikTok, c'est vrai. Mais par contre, effectivement, faites du contenu qui vous plaît, où vous aimez le faire, où vous passez un bon moment à les faire, parce que sinon ça se sent quand c'est forcé. Vous, c'est pas agréable pour vous. Pour les pour les personnes qui vous découvrent, c'est pas agréable non plus parce que ça non. se sent et du coup, finalement, personne n'y gagne. Oui, puis aller aussi, sur le réseau social qu'on aime. C'est-à-dire que Oui. si la personne veut aller sur TikTok alors qu'elle est pas du tout consommatrice de TikTok, ça pose problème, au fait, aussi. Bah, ça va mettre du temps pour trouver les bons codes, Et l'air de oui, rien. Donc puis après et là, je parle de la romance et tout. Vous aimez pas TikTok? Bah, ça marche quand même aussi sur Instagram, par exemple et tout à Instagram, fait. ça permet de faire d'autres contenus. Vous pouvez faire de la newsletter, vous pouvez faire du podcast, vous pouvez faire une vidéo des vidéos YouTube. Il y a plein de types de contenus. Il y a des chaînes Twitch aussi. Il y a des auteurs qui sont présents sur Twitch pour faire Tout à des fait. lives d'écriture, pour passer du temps avec, leurs lecteurs. Donc il y a plein de manières d'être présent en ligne sans forcément devoir être sur TikTok. Même si aujourd'hui, il faut pas se mentir, TikTok et BookTok sont des, marchés très, très importants de la littérature, young adulte. Donc si vous écrivez en young adulte, je Oui, vous avoue que c'est compliqué de ne pas y être, mais il y a d'autres méthodes et il y a d'autres réseaux sociaux. Donc si c'est vraiment pas votre truc, faut pas vous forcer et aller vers les endroits où vous saurez construire une communauté en étant à l'aise. Et après, tout à si fait. plus tard, vous vous sentez à l'aise d'être sur, par exemple, TikTok et que vous sentiez pas au début, vous pourrez le faire. Oui, un autre conseil, un réseau social à la fois, hein. Oui. Ah L oui, c'est très l important ce que tu dis, mais tellement, merci de le mais dire. vous lancez pas dans 5 trucs en même temps, vous allez pas les tenir. Vous allez abandonner au bout de 3 jours et ça va être très déprimant. Un réseau social à la fois et ça pendant plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois, le temps de le maîtriser et le temps d'être à l'aise avec et que ce soit plus compliqué de le faire, comme une habitude, une à la fois. Sinon après on lâche tout et on n'y arrive pas. Totalement, totalement. Alors on va terminer ce, podcast avec, bah, ton actualité. Donc j'imagine que ton actualité, c'est l'écriture du tome 2 d'Absolu? Totalement. Pour qu'ils sortent en fin d'année et que les lecteurs n'aient pas trop de temps d'attente entre les 2. Et dès que j'ai fini le tome 2, on démarre direct le tome 3 pour qu'il y ait pareil, pas trop d'attente entre le tome 2 et le tome 3. Donc j'avoue que j'aurais bien enchaîné pour Absolu, mais je pense que pour les lecteurs, c'est mieux. Oui. Il y a rien de pire que d'attendre 4 ans entre 2 tomes. Déjà, on perd beaucoup de lecteurs, l'air de rien. Même pour l'auteur et la maison d'édition, c'est dommage et pour les lecteurs, c'est très frustrant. Oui, oui, complètement, complètement. Ah oui, puis en plus, à la fin de l'année, la période, elle est particulièrement propice à s'offrir des Ah cadeaux. Donc oui. pourquoi pas s'offrir le tome 2 Et d'un puis roman dont on sait que la personne a beaucoup aimé le tome 1. Et puis, on va pas se mentir non plus, j'écris en young adulte et en fin d'année, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Montreuil. Eh Donc, oui, par exemple, ça, c'est un rendez-vous à ne pas manquer quand on écrit du young adulte. C'est vraiment très triste de sortir un roman en décembre. En young adulte, d'ailleurs, je pense qu'il y a pas beaucoup de romans young adulte qui sortent en décembre parce que, bah, enfin, c'est nul. On vient de juste de passer Montreuil, donc c'est vraiment le pire moment, en fait. oui, et tu fais bien de le dire, il y a on parle souvent des salons du livre, et cetera, mais il faut pas oublier qu'il y a aussi des salons du livre qui sont spécialisés. Effectivement, tu le dis très justement, en young adult, quand on veut essayer de se faire un peu sa place en young adult, Montreuil, c'est l'incontournable, tout comme les Imaginables Oui. sont, l'incontournable pour qui, écrit, dans l'imaginaire et essentiellement, la fantaisie. Bah, tu vois, moi, j'écris dans l'imaginaire en young adulte, c'est les 2 salons où je dois pas manquer, Ben voilà, c'est ça, tout exactement. simplement. Alors tu peux en faire plein Et d'autres, voilà, moi par exemple aussi, la rentrée, le septembre-octobre, c'est les mois de l'imaginaire. Enfin, il y a des tout à périodes dans fait. l'année qui sont propices ou non à des sorties de romans et d'autres, par exemple, il y a le printemps des poètes. Bah, quand on veut écrire de la poésie, c'est chouette de sortir à cette période-là. Il y a plein de moments propices pour sortir un roman, mais du coup, pour que ça marche, il faut, l'écrire en amont pour qu'il sorte dans la bonne période. Donc c'est vrai qu'en ce moment, ouais, c'est l'écriture du tome 2 et après on passe au tome 3 pour qu'il y ait pas trop d'attente et que tout se passe bien. Tous mes plannings sont déjà prévus avec ma maison d'édition pour que de leur côté parce que
Je ne travaille pas toute seule. J'ai beau Non, écrire mon tout à roman fait. seule, après il passe par de multiples mains entre la correction, correction édito, mais correction aussi des fautes d'orthographe, le maquettisme, au moment de l'impression, des dorures, des couvertures. Il y a du monde en fait qui bosse sur un roman, donc on n'est pas tout seul dans son coin et quand un roman sort par exemple, en automne, l'auteur, il a pas fini de l'écrire à la fin de l'été. C'est il y a eu beaucoup, beaucoup de mois de travail en interne dans la maison d'édition pour qu'il sorte à cette date-là. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur ce que tu dis quand tu parles de la maison d'édition et des salons. Et là, je me permets de faire un conseil. Du coup, c'est très clairement quand l'éditeur ne vous programme pas sur des salons qui correspondent exactement à votre niche. Et à un moment, il faut vous poser des questions parce que ça fait Oui. aussi partie du travail de l'éditeur de porter son auteur et de l'amener là où il peut rencontrer typiquement son lectorat. Mais d'ailleurs, tu sais que quand avant de signer mon contrat d'édition, j'aurais demandé tout le programme de communication et de Mais tu as salon. raison. Ils n'avaient pas forcément les dates de tous les salons qu'ils voulaient me faire faire ou des dédicaces, mais je leur ai demandé si j'étais à Montreuil, si j'étais aux Imaginales et quel programme de com et de marketing ils allaient me faire. Le nombre de tirages, si j'allais être présente dans quel type de librairie, s'ils allaient faire de la pub sur les réseaux sociaux avec quel type d'influenceurs, sur quels réseaux sociaux. Genre vraiment, je leur ai fait la liste de toutes les questions que j'avais en communication marketing. D'ailleurs, si ça intéresse, je ne sais pas si tu as déjà fait un épisode de podcast là-dessus. Moi, j'en ai fait un comme c'est mes études, vraiment Alors, pas sur encore, mais je peux partager, je ouais, pourrais mettre le lien dans la description de cet épisode-là. On voilà. mettra le lien de ton épisode de podcast. Parce que pour le coup, moi, c'est mes études, la com et le marketing. Donc, c'est vrai que j'ai été. Bon, ils étaient très ouverts à la discussion, hein, Big Bang, hein, là-dessus. On a pu Alors négocier. justement, voilà, c'était la question que j'allais te poser. J'allais À te dire, moi, et tu me là-dessus, confirmes qu'il ne s'est pas braqué, ton non. éditeur, parce que tu posais toutes ces questions. Non. Mon éditrice m'a dit écoute, je reviens vers toi dans 5 jours. J'ai demandé à toute l'équipe marketing et dans 5 jours, je reviens avec le plan de com. Et elle est revenue avec le plan de com Il entier, faut détaillé. jamais, jamais oublier que on est des professionnels et qu'on a le droit de poser ces questions. On a le Si droit de l'éditeur poser le et prend de mal, c'est un red négocier. flag. Exactement. Et moi, par exemple, j'ai négocié, j'ai été voir est-ce qu'on pouvait augmenter mes pourcentages? Finalement, nous, on peut pas, mais est-ce qu'on peut peut-être baisser tes paliers? Et on a fait autrement, en fait. On était vraiment dans la discussion de dire: «Bah, OK, toi, qu'est-ce que tu vois? Nous, on te propose ça. Est-ce que ça te va? Est-ce que ça te va pas?» Et on m'a pas envoyé un contrat clé en main que je devais juste signer. On a d'abord discuté pendant 1 mois avant d'envoyer un contrat et pendant 1 mois, on a fait des allers-retours pour savoir ce qui me convenait, ce qui me convenait pas, quel était le plan de com. Est-ce qu'il voulait faire ça? Est-ce qu'il voulait faire autre chose? Avant d'avoir un contrat que j'ai bien relu, que j'ai fait relire à une éditrice freelance, à une amie qui était en maison d'édition qui a fait relire à une juriste. Moi-même, j'avais des connaissances parce que j'ai eu des études, où j'ai eu du droit et du droit des contrats et du droit d'auteur dans mes études. Donc j'avais des connaissances et si vous ne connaissez personne, il y a la Ligue des auteurs professionnels qui ont une juriste qui fait ça gratuitement quand on la contacte et qui n'a aucun problème à le faire, même pour les auteurs pas publiés. Donc vraiment, il faut faire relire ces contrats. Et moi, je suis ravie que tu dises ça parce que souvent, j'entends les jeunes auteurs dire bah oui, mais bon, quand c'est notre premier roman qui sort, ben voilà, on n'ose tellement rien dire, c'est déjà bien qu'on soit publié, puis je vois pas ce qu'on pourrait négocier. Eh bien, à chaque fois, je leur dis mais c'est pas grave, au pire, les personnes en face vous diront non, mais c'est important que vous essayiez au moins de faire valoir un minimum de souhaits et de négociations, Et même si la personne, elle n'a jamais publié avant. et puis un principe de base de la négociation, c'est que quand on fait une offre, on fait toujours une offre qui nous avantage plus que ce qu'on Bien pourrait sûr. réellement offrir. Je crois que c'est le HHH, cette méthode de négociation, c'est de dire, par exemple, qu'on veut vendre un truc 15 € alors que on sait que ça en vaut 12 et donc on sait qu'on peut baisser notre prix à 12, mais si ça passe à 15, parfait. Et ben, c'est exactement ça la négociation. C'est que votre maison d'édition, forcément, elle va faire même si elle est très respectueuse des auteurs, elle va toujours d'abord vous proposer quelque chose qui l'avantage un peu plus parce que, c'est normal, c'est de la négociation et c'est Voilà. à Et vous que si ça passe, comme tu dis, bah ça passe. c'est ça. Si vous choisissez de pas faire de négociation, c'est tant pis pour vous parce que très honnêtement, la plupart des maisons d'édition, elles sont tout à fait capables de négocier et de changer leurs tarifs. Après, il y a des maisons d'édition, elles ont beau en être capables, elles sont totalement fermées à ce sujet et elles refusent la négociation. Tout à fait.
Et ça, c'est juste un red flag, mais pour le coup, ça existe. Elles ont beau en être capables, ça a beau être de très grosses maisons d'édition qui ont les moyens de revoir leur contrat, elles ne le font pas. Et ça veut dire que vous n'allez pas avoir une relation saine avec votre maison d'édition. Alors que dans mon cas, bah, on a été vraiment dans une phase de négociation. Et là-dessus, bah, quand j'ai vu ça, j'ai su direct qu'on allait avoir une très très bonne relation éditeur-auteur. Et je pense que ce que tu dis est très, très, très vrai. Le fait aussi d'essayer de négocier, c'est un peu une façon de prendre la température, comme tu dis, de l'éditeur. Et que si on voit que l'éditeur est complètement braqué et que bon, ses arguments de refus sont, on va pas chercher bien, bien loin, comme tu dis, c'est un red flag. Est-ce qu'on a vraiment envie de travailler avec un éditeur qui est à ce point rigide sur quelques négociations que l'on demanderait, voilà, s'il est Et vraiment de, intéressé par le texte, et de à lui ce céder nos moment-là, droits pour 70 ans après notre mort. exactement, exactement. Parce que quand on se retrouve coincé avec un éditeur, c'est compliqué quand même après de récupérer ses droits, hein. Ah, mais c'est très, très compliqué et malheureusement, on reçoit très régulièrement des mails d'auteurs à qui c'est arrivé. Moi, la première, hein, pour ma première expérience de signature, c'est très compliqué, voire même impossible de récupérer ses droits et il faut vraiment penser que le livre est sacrifié. C'est ça, donc quand vous avez passé 5 ans de votre vie sur un Oui, livre, ne le donnez pas à n'importe qui et à n'importe quel prix. C'est tout simplement ça. Vous valez quelque chose, votre travail vaut quelque chose, vous êtes un professionnel et même si c'est votre premier roman, en fait, à un moment donné, les maisons d'édition, elles font pas la charité. Vraiment, c'est leur métier et sans exactement. l'auteur, il y a pas de ils ont pas de métier, eux. Sans les auteurs, ils ont pas de métier. Donc à un moment donné, vous êtes le premier maillon de la chaîne de l'édition. Donc vous avez le droit de faire valoir vos droits et si la maison d'édition en face, elle est fermée à faire valoir vos droits, c'est qu'elle va être fermée pour beaucoup, beaucoup de choses derrière. Donc vous risquez de passer un mauvais moment. Exactement. Et sur ces bonnes paroles, je suis ravie que tu conclues l'épisode de ce podcast là-dessus. Vraiment, pour une fois, c'est pas moi qui le dis. Mais je pense que j'ai bien écouté tes épisodes de podcast aussi. En tout cas, je suis vraiment ravie de t'avoir reçu, Margot. J'encourage vraiment tout le monde, même ceux qui ne lisent pas forcément des dystopies, de se pencher sur. Moi, je suis pas une grande lectrice de dystopie et j'avais vraiment aimé ce que tu nous avais montré à devenir écrivain. J'avais vraiment trouvé, ça m'avait emballé le début et je suis pas la lectrice cible. Donc, j'encourage vraiment tout le monde à se pencher sur ton tome 1 d'Absolu, du coup. Et je lui souhaite de remporter tout le succès possible et imaginable. Merci beaucoup, c'est adorable. En tout cas, à très très vite pour Oui, une nouvelle invitation. En tout cas, oui, on se perd pas de vue non. et je dis à très très vite à tous nos auditeurs pour le prochain épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi, rejoins-les sur licar.fr/formation.